Étienne Laurent, un millionnaire français, vivait seul dans un manoir rempli de souvenirs, jusqu'au jour où Léa, une nouvelle femme de ménage, franchit le seuil de la maison et aperçut un vieux portrait accroché au mur. En reconnaissant le visage d'un des enfants représentés, elle fondit en larmes et s'écria « Ce garçon a vécu avec moi à l'orphelinat !» Ce que personne ne savait, c'est que cette phrase allait rouvrir une blessure oubliée depuis plus de 30 ans. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Le manoir des Laurent avait toujours été un lieu silencieux. Ses hauts murs et ses longs couloirs abritaient des secrets qu'Étienne était le seul à connaître. À 45 ans, il vivait seul dans cette immensité de marbre et de cristal, entouré d'employés qui n'osaient à peine lui adresser la parole. La fortune héritée de ses parents lui avait offert le confort, mais jamais la paix. Ce matin-là d'octobre, une nouvelle femme de ménage fut engagée. Léa, une femme noire de 32 ans, avait des yeux expressifs et un sourire qui contrastait avec la tristesse qu'elle semblait porter en elle. C'était la gouvernante qui l'avait embauchée et elle devait commencer son travail dans l'aile principale, là où se trouvaient les appartements d'Étienne et la bibliothèque. Alors qu'elle nettoyait le couloir, ses yeux tombèrent sur un portrait. Une peinture à l'huile représentant deux garçons, l'un d'environ 12 ans, l'autre à peine 5. L'aîné avait les cheveux foncés et le regard grave. Le plus jeune souriait, avec des joues roses et des boucles dorées. Elle s'arrêta net. Son cœur s'emballa. Le chiffon glissa de ses mains. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle en s'approchant lentement. Léa effleura le cadre du bout des doigts, tremblante. Ce visage, ces yeux clairs, ce sourire, elle le connaissait. Elle en était absolument certaine. Pendant des années, elle avait pensé à lui, prié pour lui, se demandant ce qu'il était devenu après son départ de l'orphelinat. « Monsieur! Monsieur !» cria-t-elle en courant dans le couloir. « Monsieur, ce garçon a vécu avec moi à l'orphelinat !» Étienne, dans son bureau, consultait des documents. Le cri le tira de sa concentration. Il fronça les sourcils, agacé par ce tumulte inhabituel. Mais quelque chose dans la détresse de cette voix l'incita à se lever. Il arriva dans le couloir et trouva Léa figée devant le portrait, des larmes coulant sur ses joues. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Ce garçon, » dit-elle en pointant la peinture, « il a vécu avec moi à l'orphelinat. Je le connais. Il s'appelait Hugo. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Il s'approcha lentement, regarda Léa, puis le portrait. « Hugo ?» répéta-t-il, la voix nouée. « Ce garçon est mon frère. Il s'appelle Matteo. Il a été enlevé il y a 32 ans. » Léa porta ses mains à sa bouche. Les larmes redoublèrent. « Je ne savais pas. Il n'a jamais connu son vrai nom. À l'orphelinat, tout le monde l'appelait Hugo. Mais il parlait toujours d'un frère. Il disait que quelqu'un viendrait le chercher. » Étienne s'adossa au mur. Cette douleur enfouie depuis si longtemps refaisait surface avec une intensité bouleversante. Matteo, son petit frère. L'enfant disparut un après-midi d'été alors qu'il jouait dans le jardin. Ce drame avait détruit leurs parents et transformé sa vie en une quête sans fin. « Vous en êtes sûr ?» demanda Étienne, tentant de garder son calme. « Absolument. J'ai vécu avec lui de mes 7 à mes 14 ans. Il était mon meilleur ami à l'orphelinat. On dormait dans le même dortoir. Je prenais soin de lui quand il tombait malade. Il passait son temps à dessiner. Il disait que son frère le reconnaîtrait grâce à ses dessins. » Étienne ferma les yeux. Matteo adorait dessiner. Avant l'enlèvement, il passait des heures à inventer des mondes imaginaires avec ses crayons. « Venez dans mon bureau, » dit-il. « Je dois tout savoir. Chaque détail. » Ils s'assirent. Léa tremblait encore, mais elle commença à parler.
Elle raconta l'orphelinat Sainte-Marie, en banlieue parisienne. Comment Hugo y était arrivé, accompagné d'une femme qui se disait assistante sociale. Le garçon était sale, apeuré, les vêtements en lambeaux. Il avait à peine parlé pendant des mois. Il faisait des cauchemars toutes les nuits, dit-elle. Il se réveillait en pleurant, appelant quelqu'un du nom d'Étienne. Je restais à ses côtés jusqu'à ce qu'il se rendorme. Avec le temps, il s'est confié. Il avait un frère plus grand, disait-il, une grande maison, un piano dans le salon. Mais il ne se souvenait plus de son vrai nom. La gorge d'Étienne se serra. Sa mère jouait du piano tous les jours. Matteo aimait s'asseoir à côté d'elle pour écouter les mélodies. Pourquoi personne n'a alerté la police? Pourquoi son histoire n'a-t-elle pas été vérifiée? Demanda Étienne. Léa baissa les yeux. L'orphelinat était strict. Les sœurs disaient que beaucoup d'enfants racontaient des histoires étranges à cause des traumatismes. Personne ne les écoutait. Et puis, il y avait des papiers. Des documents affirmant qu'Hugo était un enfant trouvé, abandonné à l'hôpital. Personne n'a remis ça en question. Des documents falsifiés, murmura Étienne, les poings serrés. Ça doit l'être. Parce que l'enfant sur ce tableau, c'est celui avec qui j'ai grandi. J'en suis certaine. Il avait une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule droite. Et quand il souriait, une seule fossette apparaissait, à gauche. Étienne se leva brusquement. Matteo avait exactement ces marques. Il marcha vers la fenêtre, luttant contre l'émotion. Qu'est-il devenu après ses 14 ans? Léa soupira. Il a été transféré. On nous a dit qu'une famille allait l'adopter. On s'est dit adieu en pleurant. Il m'a offert un dessin, un arbre avec 2 oiseaux. Il a dit que c'était nous. Je lui ai promis de ne jamais l'oublier. Et je ne l'ai jamais oublié. Vous savez où il est allé? Non. Les sœurs ne disaient rien. Mais je me souviens du nom de l'assistante sociale, Madame Dubois. Elle était froide, ne souriait jamais. Hugo avait peur d'elle. Étienne revint à son bureau, attrapa un carnet et commença à noter chaque détail. Nom, lieu, date. Léa, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Vous venez de me rendre ce que j'ai cherché pendant 32 ans. Un espoir. Je ne sais pas si je le retrouverai vivant, mais je sais désormais qu'il a survécu à l'enlèvement, qu'il a grandi et qu'il a eu quelqu'un pour veiller sur lui. Léa essuya ses larmes. J'ai toujours espéré le revoir. J'ai toujours cru que nos chemins se recroiseraient un jour. Et maintenant, je suis ici, dans la maison de son frère. Vous allez m'aider à le retrouver, dit Étienne. Pas en tant qu'employé, en tant que personne qui a connu mon frère quand moi, je ne pouvais pas être là. Aidez-moi à le ramener. Léa acquiesça. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cette nuit-là, Étienne ne ferma pas l'œil. Il erra dans le manoir, regardant les vieilles photos, se souvenant de son petit frère courant dans le jardin. Pour la première fois depuis des décennies, il ressentit autre chose que de la douleur. Il sentit que Matteo était encore quelque part, attendant qu'on le retrouve. Étienne engagea le meilleur détective privé de Paris. Pierre Marchand, un homme de 50 ans, discret et expérimenté, jouissait d'une réputation irréprochable. Les affaires dites impossibles étaient sa spécialité. Lorsqu'Étienne lui raconta l'histoire, Pierre l'écouta en silence, prenant des notes. « Je vais commencer par l'orphelinat », déclara Pierre. « Nous devons retrouver les dossiers d'admission d'Hugo et les documents liés à son transfert. S'il y a eu des falsifications, nous devons découvrir qui les a orchestrées. » 3 jours plus tard, Étienne et Léa accompagnèrent Pierre à l'orphelinat Sainte-Marie. Le bâtiment était ancien, aux murs gris et au jardin mal entretenu. Quelques enfants jouaient dans la cour. Une sœur âgée les accueillit à la porte. « Nous sommes en pleine enquête », se présenta Pierre. « Nous cherchons des informations sur un garçon qui a vécu ici il y a environ 20 ans.
Son prénom était Hugo. La religieuse plissa les yeux. « Hugo ? Nous en avons eu plusieurs au fil des années. » Léa s'avança. « Sœur, j'ai grandi ici. Je m'appelle Léa. Je suis partie il y a 18 ans. Vous vous souvenez de moi ?»« Léa ? Bien sûr que je me souviens. Tu étais une fille douce. Tu es partie pour travailler dans une boulangerie, non ? » ?»« C'est bien ça. Sœur, vous vous rappelez d'Hugo, mon ami ? Blond, yeux bleus. Il adorait dessiner. » La religieuse réfléchit un instant. « Oui, je me souviens. Un garçon très calme, doué. Il a été adopté, si je ne me trompe pas. »« Nous devons consulter son dossier, » dit Étienne, tentant de maîtriser son impatience. Ils furent conduits dans un petit bureau rempli de dossiers poussiéreux. La sœur chercha pendant près d'1 heure avant de trouver une chemise jaunie. À l'intérieur se trouvait la fiche d'admission, des rapports médicaux et des notes rédigées par les religieuses. Pierre photographia chaque page. Le document d'entrée affirmait que Hugo était un enfant trouvé, abandonné à l'hôpital en 1993. Aucun nom de famille, seulement Hugo et une date de naissance approximative. « Ces informations sont fausses, » dit Étienne. « Mon frère est né en 1988, pas en 1990. Ils ont même modifié son âge, » murmura Pierre. Ça a rendu toute identification presque impossible. Léa montra une annotation. « Regardez. Ici, il est écrit qu'Hugo faisait des crises d'angoisse et parlait souvent d'un grand frère. Une sœur a noté qu'il dessinait de manière obsessionnelle. » La religieuse hocha la tête. « Il a laissé beaucoup de dessins. Certains doivent encore être dans la salle de jeu. » Ils furent guidés jusqu'à une vieille armoire remplie de piles de dessins. Léa chercha soigneusement jusqu'à retrouver quelques-uns signés « Hugo ». Il y avait des paysages, des maisons. Mais l'un d'eux coupa le souffle d'Étienne. C'était un dessin représentant 2 garçons se tenant la main devant un piano. En dessous, écrit d'une main d'enfant, « Je suis Mathéo Laurent. Un jour, mon frère me retrouvera. » Étienne saisit la feuille, les mains tremblantes. Des larmes tombèrent sur le papier. « C'est lui. C'est mon frère. » Léa le serra dans ses bras. Étienne pleurait en silence. Pierre photographia aussitôt le dessin. C'était une preuve tangible. Mathéo était vivant, et malgré tout, il avait gardé en lui le souvenir de sa véritable identité, même sans en connaître tous les détails. « Il n'a jamais cessé de croire en toi, » murmura Léa. Les jours suivants, l'enquête s'accéléra. Pierre retrouva la trace de Madame Dubois, l'assistante sociale qui avait emmené Mathéo. Il découvrit qu'elle n'était plus en fonction. Écartée pour des irrégularités, elle avait disparu depuis plusieurs années. Son emplacement restait inconnu. Pierre élargit ses recherches à 200 km autour de Paris, inspectant les hôpitaux et les foyers. Il retrouva un dossier dans un hôpital de Lyon. Un jeune homme nommé Hugo y avait été admis aux urgences 5 ans plus tôt, grièvement blessé dans un accident. Il n'avait aucun papier et après sa convalescence, il avait quitté l'hôpital sans laisser de traces. « Il était vivant il y a 5 ans, » dit Étienne, l'espoir renouvelé. Pierre montra la photo du registre hospitalier. Flou, mais le visage était reconnaissable. Mathéo avait grandi, mais ses yeux clairs et la forme de son visage ne laissaient aucun doute. Léa observa la photo, les larmes aux yeux. « C'est lui. Je reconnais ce regard. Même après toutes ces années. Il faut savoir où il est allé après l'hôpital, » dit Pierre. « Je vais chercher dans les foyers pour sans-abri, les églises qui distribuent des repas, tous les endroits où il aurait pu chercher de l'aide. » Pendant que Pierre poursuivait ses recherches, Léa et Étienne passaient de longues heures à parler. Elles racontaient des souvenirs de l'orphelinat, les jeux, les nuits où Hugo pleurait et qu'elle le consolait. Étienne écoutait chaque mot comme un trésor. « Il était courageux, » disait Léa. Même quand il avait peur, il protégeait les plus petits. Quand les grands intimidèrent les autres, Hugo intervenait.
Il s'est pris quelques coups pour ça, mais il n'a jamais laissé quelqu'un souffrir seul. Il a toujours été comme ça, répondit Étienne. Même tout petit, il avait un cœur immense. Une nuit, Léa demanda « Que s'est-il passé le jour de l'enlèvement ?» Étienne ferma les yeux, replongeant dans ce cauchemar. Nous étions dans le jardin. J'avais 12 ans, Mathéo 5. Notre mère était dans la cuisine. Un homme est apparu, disant que notre père avait eu un accident et que nous devions le suivre. J'ai douté, mais Mathéo a paniqué. L'homme l'a attrapé. J'ai essayé de le retenir, mais il m'a poussé. Quand je me suis relevé, ils étaient déjà partis en voiture. Je ne l'ai jamais revu. « Tu n'y es pour rien, » dit Léa. « Je sais, mais je vis avec ça tous les jours. »« On a une chance de réécrire cette histoire, » dit Léa. « On va le retrouver. Je le sens, il est proche. » Le lendemain matin, Pierre appela. Il avait trouvé quelque chose. Un prêtre d'une église à Barcelone, en Espagne, se souvenait d'un jeune Français qui venait chercher à manger. Il dessinait des portraits dans la rue pour survivre. Le prêtre ne connaissait pas son nom, mais avait conservé un dessin de l'église que le garçon lui avait offert. « On part pour Barcelone », dit Étienne sans hésiter. Dans l'avion, Léa tenait la main d'Étienne. « On est tout près. Je le sens. » Étienne regardait par le hublot, priant en silence pour que, cette fois, le destin soit clément. Mathéo était vivant, quelque part, et il ne s'arrêterait pas avant de le retrouver. Barcelone les accueillit avec du soleil et une brise marine légère. Étienne, Léa et Pierre se rendirent directement à l'église où le prêtre avait parlé de ses rencontres avec le jeune dessinateur. Le père Gonzalo, un homme aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, les reçut chaleureusement. « Je me souviens très bien de lui, » dit-il en leur montrant un dessin. C'était un portrait détaillé de la façade de l'église, avec des traits précis et sensibles. Et il venait chaque semaine pour la soupe. Un homme discret, poli, il dessinait pour gagner quelques pièces. Savez-vous où nous pourrions le retrouver ?
Ils passèrent des heures à parler. Matteo raconta sa vie après l'orphelinat, placé dans une autre ville, dans une famille maltraitante. Il s'était enfui à 16 ans, vécu dans la rue, enchaîné les petits boulots, dessiné pour survivre. Un accident de voiture l'avait conduit à l'hôpital. Après cela, il avait erré de ville en ville jusqu'à atterrir en Espagne. « Pourquoi l'Espagne » demanda Étienne. « Je ne sais pas. Quelque chose m'a attiré ici. L'instinct, peut-être, ou l'espoir d'un nouveau départ. » Léa tenait sa main. « Tu n'as plus besoin de vivre comme ça. Ton frère est là. Tu as une famille. » Matteo regarda Étienne. « Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Comment revenir à une vie dont je ne me souviens pas? »« On va reconstruire ensemble, » dit Étienne. « Pas à pas, sans pression. Tu n'as pas besoin de te souvenir de tout maintenant. Tu dois juste accepter que tu n'es plus seul. » Matteo acquiesça, encore incertain, mais une brèche venait de s'ouvrir. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire qu'une place l'attendait peut-être quelque part. Ils rentrèrent ensemble à Paris. Matteo fut conduit au manoir. En entrant, il regarda autour de lui, intrigué. Tout lui semblait à la fois familier et étranger. Étienne l'amena dans la salle de musique. Le piano était toujours là, recouvert d'un drap blanc. « Maman jouait ici tous les jours », dit Étienne en retirant le tissu. « Tu aimais t'asseoir à côté d'elle pour écouter. » Matteo effleura les touches du bout des doigts. Une mélodie commença à naître dans son esprit. Lointaine, floue, mais reconnaissable. Il joua quelques notes, maladroitement, mais avec émotion. « Je connais cette musique », murmura-t-il. Étienne sourit. « Oui, tu la connais. » Léa observait, le cœur serré. Ses deux frères, séparés si longtemps, étaient enfin réunis. Et elle, qui avait été témoin d'une partie de cette histoire, faisait désormais partie de sa guérison. Les premiers mois furent difficiles. Matteo souffrait de crises d'angoisse, de cauchemars, et avait du mal à accorder sa confiance. Étienne fit appel à des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes. Léa resta au manoir, non plus en tant qu'employée, mais en tant que membre de la famille. Sa présence apaisait Matteo, qui s'accrochait à ses souvenirs de l'orphelinat comme à une ancre. Peu à peu, la mémoire revint par fragments. Il se rappela des jeux dans le jardin, d'un après-midi d'été, de cet homme étrange qui l'avait attrapé. Il revit Étienne tentant de le retenir. Il se souvint de la peur. « Ce n'était pas ta faute », dit Matteo à Étienne un soir, alors qu'ils feuilletaient ensemble de vieux albums photos dans la bibliothèque. « Tu n'étais qu'un enfant, toi aussi. »« Mais j'aurais dû te protéger, » répondit Étienne. « Tu as fait ce que tu pouvais, et tu n'as jamais abandonné. C'est ça qui compte. » Étienne montra à Matteo les photos de leurs parents. Ils ont beaucoup souffert. Maman ne s'est jamais remise. Elle est morte 3 ans après ton enlèvement. Papa a vécu encore 10 ans, mais il n'a plus jamais été le même. Matteo regarda les photos avec tristesse. J'aurais aimé les revoir, revenir à eux. Ils sauraient que tu es revenu, et ils seraient heureux. Étienne mena Matteo jusqu'au grenier, où il conservait des affaires anciennes. Parmi les vieilles boîtes poussiéreuses, il trouva une lettre. C'était une lettre de leur mère, écrite peu avant sa mort. Étienne n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. Maintenant, avec Matteo à ses côtés, il la lut à voix haute. « Mon cher Étienne, je sais que tu portes en toi la douleur de la perte de Matteo. Mais je veux que tu saches que je crois, du plus profond de mon cœur, qu'il est vivant. Un jour, vous serez réunis. Quand ce jour viendra, dis-lui que je l'ai toujours aimé. Dis-lui que je ne l'ai jamais attendu en vain. Et dis-lui que la musique que je jouais était pour lui. Elle l'a toujours été. » Étienne et Matteo pleurèrent ensemble. La lettre était à la fois un adieu et une promesse. Elle avait eu raison. Le jour était venu. Ce soir-là,
Étienne emmena Matteo jusqu'au piano. « Tu te souviens de la musique que maman jouait » Matteo hésita, puis posa ses doigts sur les touches. Lentement, une mélodie émergea. Simple, délicate, empreinte de nostalgie. Étienne s'assit à ses côtés et l'accompagna. Les deux frères, enfin réunis, faisaient revivre la musique que leur mère avait tant jouée. Pendant ce temps, Pierre poursuivait son enquête. Il retrouva la trace de Madame Dubois et découvrit qu'elle avait été payée par une infirmière nommée Catherine Moreau pour organiser le placement de Matteo. Catherine travaillait à l'hôpital où Matteo avait été emmené après son enlèvement. Elle avait falsifié les documents et l'avait fait entrer dans le système des orphelinats sous une fausse identité. Pierre remit toutes les preuves aux autorités. Catherine fut arrêtée. Lors de l'interrogatoire, elle avoua avoir reçu de l'argent d'un couple fortuné, incapable d'adopter légalement, et qui avait engagé le ravisseur. Le couple était désormais décédé, mais la vérité avait enfin éclaté. Étienne aurait pu engager des poursuites judiciaires contre tous les responsables encore vivants. Mais il choisit un autre chemin. « La vengeance ne rendra pas les années perdues », dit-il à Matteo. « Je préfère transformer cette douleur en quelque chose de bon. » Il décida alors de créer une fondation pour venir en aide aux enfants disparus et aux familles en quête de proches. Elle porterait le nom de leur mère. Léa fut invitée à en devenir la coordinatrice. Elle accepta avec joie. « Je ferai en sorte qu'aucun enfant ne soit oublié, comme Hugo l'a été », déclara-t-elle. Matteo, qui retrouvait peu à peu sa place dans le monde, voulut lui aussi contribuer à sa façon. Il dessina le logo de la fondation, 2 enfants se tenant la main, devant un piano. C'était le même dessin qu'il avait fait à l'orphelinat, mais avec un sens nouveau. Ce n'était plus l'image d'un espoir perdu, c'était celle d'une famille réunie. L'inauguration de la fondation fut un événement émouvant. De nombreuses familles y assistèrent, certaines en quête d'aide, d'autres pour offrir leur soutien. Étienne fit un discours simple mais profond. Cette fondation existe parce que l'espoir n'est jamais mort. Mon frère a été retrouvé parce que des personnes courageuses, comme Léa, ne l'ont jamais oublié. Nous voulons être cet espoir pour d'autres. Nous voulons dire « N'abandonnez pas. Continuez de chercher. Continuez de croire. » Matteo se tenait à ses côtés, nerveux mais déterminé. Quand vint son tour de parler, il dit simplement « J'ai vécu 32 ans sans savoir qui j'étais. Aujourd'hui, je sais. Je suis Matteo Laurent. Je suis un fils, un frère, un ami. Et je veux aider d'autres à retrouver leur identité et leur famille. » Léa était au premier rang, les yeux brillants de larmes. Elle regarda les 2 frères et sentit que cette histoire avait trouvé sa juste conclusion. Le petit garçon qu'elle avait protégé à l'orphelinat avait enfin trouvé son foyer. Dans les mois qui suivirent, la fondation se mit au travail. Plusieurs cas furent résolus. Des enfants retrouvèrent leur famille. Des proches furent réunis. Matteo consacrait des heures à dessiner les portraits d'enfants disparus, aidant à diffuser les avis de recherche. Un après-midi, Étienne trouva Matteo dans le jardin, en train de dessiner. Il s'approcha et s'assit à côté de lui. « Tu es heureuse ici ?» demanda Étienne. Matteo sourit. « J'apprends à l'être. J'ai encore des jours sombres, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir ma place. Tu l'as toujours eue, il fallait juste qu'on se retrouve. » Ils restèrent là, en silence, regardant le jardin où tout avait commencé. Le lieu de l'enlèvement était devenu celui de la guérison. Matteo reprit son crayon et Étienne observa. Il dessinait un grand arbre, aux racines profondes, dont les branches s'étendaient vers le ciel. En bas du dessin, une phrase était inscrite. « La famille, c'est là où les racines se retrouvent, même si les branches prennent des chemins différents. » Léa sortit de la maison et les rejoignit. Tous 3 restèrent là, dans un silence doux, sachant que le chemin avait été long,
mais que la vie leur avait offert une seconde chance. La douleur s'était transformée en espoir, la perte en retrouvailles, et la famille, brisée autrefois, renaissait plus forte. Étienne leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, maman. Tu avais raison. Il est revenu. » Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec une personne que vous aimez et à nous dire en commentaire « Croyez-vous que le destin réunit toujours ceux qui sont faits pour se retrouver ?»